bonsoir à tous. C'est avec un très grand plaisir que je vous présente Dominique Frère, qui est professeur d'archéologie et d'histoire ancienne à l'Université de Bretagne Sud, et également membre du laboratoire CNRS TEMOS, Temps, Monde et Société, et qui va nous présenter une sorte de panorama de l'état de la recherche en bioarchéologie, en archéologie des produits organiques, orientée vers les sociétés antiques qui ont utilisé à foison les parfums, les huiles parfumées, les cosmétiques et les produits à vocation médicinale et voire magique parfois. J'ai eu l'occasion de travailler justement sur ces sujets avec Dominique, à partir du milieu des années 2000 à peu près, et notamment dans le cadre de programmes qui ont été financés par l'Agence nationale de la recherche, le programme Peramo. On avait fondé aussi en premier comme expérimentation le GIS, parfum, au début, pour en fait lancer les opérations, si je puis dire. Puis après l'ANR Peramo. Par la suite, tu as également lancé le programme Magie. Et c'est réorienté un peu vers les produits liés à la boisson, à la nourriture, et finalement, pour aboutir aujourd'hui à l'expérimentation, la recherche aussi sur les produits laitiers par des biais, par un contournement de la question des parfums et des onguents. Et je voulais aussi rappeler que tu avais, à l'occasion de ces programmes, collaboré avec le laboratoire de Nicolas Garnier. Donc je suppose que vous êtes toujours en relation, bien sûr. Nicolas Garnier qui a créé en fait un laboratoire indépendant en 2004, consacré justement à l'analyse de tous ces produits qui étaient très bien connus jusqu'alors par l'étude des textes et l'étude d'histoire ancienne, mais beaucoup moins par les analyses organiques. Et évidemment, ce passage à l'étude des compositions a abouti à quelques révélations. Et je vais laisser Dominique entrer dans le vif du sujet et nous montrer une sorte de bilan de tous ces constats sur l'usage des parfums en Méditerranée antique. Oui, donc Christine Nord vous disait que le Dion, c'est toute une équipe, donc d'archéologues, de palynologues, de chimistes qui travaillent avec moi sur ce qu'on peut appeler l'archéologie de l'invisible, c'est-à-dire tous les produits fabriqués par l'homme et qui ne laissent pas de témoignage matériel en archéologie. Alors les parfums, évidemment, vous imaginez bien que les parfums ne laissent pas de témoignage matériel, mais le lait non plus, les produits laitiers, et il y a en fait un lien entre les parfums antiques et le lait, les produits laitiers. Vous pouvez le voir, on va en reparler tout à l'heure, mais vous voyez cette statuette à droite de l'écran, cette statuette en ivoire étrusque de la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ. Et vous voyez donc une femme, alors soit une prêtresse, soit une divinité, qui est en train d'emplir un petit vase à pur, un petit vase parfumé, de son lait maternel. Et donc vous voyez que quand on parle du parfum, dans l'Antiquité, on est dans un domaine en fait qui est très éloigné de la définition que l'on donne actuellement du parfum. Alors de la définition que l'on donne actuellement et même de l'image que l'on a du parfum, puisque le parfum, c'est aussi, on a cette image-là pour les temps anciens, où le parfum était plus du côté du féminin. Or, on s'aperçoit que dans l'Antiquité, donc le parfum était aussi du côté du masculin, et je dirais même plus, le parfum était aussi signe de virilité, avec cette définition ancienne de la virilité. Et je vais vous montrer par exemple tout à l'heure donc des petits vases parfumés en forme de tête d'Héraclès,
des petits vases parfumés, donc en forme de tête de guerrier, et qui prouvent bien qu'il y avait un lien entre le parfum et la guerre. Et donc l'Antiquité nous a laissé. Alors évidemment, quand je parle de l'Antiquité, là on parle d'une chronologie, d'un éventail chronologique qui est très très large, puisqu'on va quand même, on va dire, pour les premiers ateliers de parfumerie, on va du 4e millénaire avant Jésus-Christ jusqu'à la fin de l'Antiquité romaine. Donc vous voyez que ça fait quand même une histoire qui est sacrément longue, cette histoire donc, de la parfumerie. Donc l'Antiquité nous a laissé un patrimoine, et un patrimoine matériel très très important, et chaque jour, en ce moment même, en fouilles archéologiques, que ce soit en France, que ce soit à l'échelle de la Méditerranée, donc on découvre des vases antiques. Donc on découvre des vases antiques qu'on appelle balsamer, unguentaria, ribal, alabastre, les sites, mais tous les jours on en découvre. Et ce qui fait que nos musées, c'est pour ça que j'avais travaillé avec Christine Laure donc au musée d'archéologie nationale en 2006. Donc c'était pour travailler sur les collections du MAN. Et donc nos musées, que ce soit à Paris, que ce soit partout en France, le musée d'archéologie, le musée des beaux-arts aussi, donc sont riches de collections de vases à parfum, très très importantes. Alors vous pouvez imaginer les collections de vases à parfums antiques en Grèce, en Italie, en Espagne, donc en Tunisie, en Turquie. Donc c'est une très très grande richesse. Là je vous montre juste cette photographie qui est pourtant banale. Vous voyez juste à côté de la tête d'une femme, d'une défunte du 1er siècle après Jésus-Christ, vous avez le vase à parfum qui a été déposé juste à côté de sa tête. Il y a un vase à parfum qui est encore plein de son contenu d'origine. C'est ça aussi qui m'intéresse. Alors donc, cette qualification de parfum, nous allons le voir, est beaucoup trop restrictive pour la définition que l'on peut donner donc du parfum dans l'Antiquité. On verra que le parfum dans l'Antiquité, ce sont des substances odorantes, évidemment parfumées, mais on est dans le domaine du thérapeutique, pas seulement dans le domaine de la beauté, pas seulement dans le domaine des bonnes odeurs, mais aussi dans le domaine du thérapeutique, et on le verra, du magico-thérapeutique. Et le magico-thérapeutique qui joue un rôle très très important dans l'Antiquité. Et le parfum, ou plutôt les huiles parfumées, parce que ce sont des huiles parfumées, donc étaient employées donc pour le corps humain, bien entendu, pour les femmes, pour les hommes, mais il était amplement aussi utilisé pour les statues des divinités qu'on enduisait de parfum. On verra pourquoi on enduisait les statues des divinités, et le parfum qui était amplement aussi utilisé pour les morts. Et on verra que le parfum était un langage. Le parfum est un langage, il permet le contact entre le monde de l'invisible, donc les dieux et les défunts, et le monde terrestre, le monde matériel. C'est ce qui permet de se diriger. Donc, et on verra aussi que dans le monde étrusque, par exemple, mais pas seulement dans le monde étrusque, c'est pour se rendre vers l'au-delà, pour franchir cet espace liminaire qui sépare le monde terrestre donc de l'au-delà, donc cet espace liminaire, il faut suivre les effluves parfumés. Et donc on a cette croyance qui est celle de suivre les effluves parfumés qui nous mènent vers l'au-delà. Donc une notion de parfum donc qui est très différente de la définition actuelle. Et avec le parfum, donc on est dans plusieurs thématiques. Les thématiques générales des échanges culturels, évidemment d'une culture à l'autre. Alors je dirais des échanges culturels et des transferts technologiques aussi, ça c'est très important, les transferts technologiques de la Méditerranée orientale vers la Méditerranée occidentale. Donc tout ce qui est du domaine du savoir-faire, des transferts technologiques, eh bien tout simplement des parfumeurs qui voyagent donc d'une extrémité à l'autre de la Méditerranée, qui viennent avec leur savoir-faire et qui forment des apprentis donc sur place et qui installent des ateliers de parfumerie en Italie. Par exemple. Et on est aussi dans le cadre des échanges biologiques, puisque, on va prendre quelques exemples d'échanges biologiques. Là, on va parler des matériaux aromatiques, et des matériaux aromatiques qui voyagent eux aussi. Et on va le voir, qui voyagent évidemment là aussi de la Méditerranée orientale vers la Méditerranée occidentale. Mais chose curieuse, alors ça, on s'y attendait, que les matériaux aromatiques voyagent de l'est vers l'ouest, mais chose plus surprenante, on s'est aperçu récemment que les matériaux aromatiques voyageaient aussi du nord vers le sud, et on va le voir, du monde celtique vers la Méditerranée. Et ça, on n'avait absolument pas ces informations
donc par les sources textuelles. Alors les domaines de recherche sont vastes, c'est le domaine de l'archéologie sensorielle, l'archéologie des odeurs, évidemment, l'archéobotanique, l'ethnobotanique, l'histoire de la botanique, qui sont en fait 3 domaines différents. Donc on s'adresse à des spécialistes, et nous avons donc des archéobotanistes, des ethnobotanistes, et des historiens de botanique qui ne sont pas les mêmes personnes, ce ne sont pas les mêmes spécialistes. On est dans l'archéologie des jardins, l'archéoagronomie, l'archéologie des paysages, et l'archéologie des substances aromatiques et médicinales en général. Alors les sources antiques, évidemment, sont nombreuses. Nous avons les sources littéraires, les sources épigraphiques, là on est dans le domaine des sources écrites. Nous avons évidemment l'iconographie qui joue un très grand rôle, et évidemment l'archéologie, ce dont nous allons particulièrement parler, donc les fouilles d'ateliers et les objets eux-mêmes, et surtout les vases à parfum. Et les méthodes scientifiques, donc 2 méthodes scientifiques qui se sont épanouies depuis les années 1990, c'est la paléogénétique. Alors, évidemment, on entend beaucoup parler de génétique en archéologie, mais ce dont vous entendez beaucoup parler en archéologie, c'est la génétique des populations, par exemple. Ça, on en parle beaucoup, avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs, sur l'archéologie, la génétique des populations. Il y a certains articles retentissants qui sont parus il y a quelques années dont on ne parle plus à juste titre. Mais la paléogénétique, ça concerne aussi les végétaux, ça concerne aussi l'histoire, la génétique des végétaux et donc des substances aromatiques. La chimie organique, dont nous allons beaucoup parler aujourd'hui. Et alors ce qui est beaucoup plus traditionnel en archéologie depuis les années 1970, la palynologie et la carpologie. Donc c'est-à-dire la carpologie, c'est l'étude des macro-restes végétaux en général. Alors, donc, je vais développer cette histoire des parfums, ce panorama, comme tu as dit, Christine, donc autour de 3 parties, donc l'archéologie du parfum en tant que telle, cette thématique de l'archéologie du parfum, les objectifs scientifiques et les méthodes actuelles, quelles sont les méthodes que l'on utilise actuellement en 2022, puis je vais vous présenter quelques études de cas sur lesquelles nous avons travaillé. Donc, abordons la première partie, l'archéologie du parfum, l'archéologie des matériaux aromatiques et médicinaux, et donc tout ce qui est du domaine du cosmétique et du magico-thérapeutique. Donc au niveau des sources, nous avons évidemment les sources archéologiques et donc les ateliers des parfumeries. Mais chose curieuse, à l'échelle de l'Antiquité, ce vaste monde qu'est l'Antiquité, nous avons très peu d'ateliers de parfumerie, très peu d'ateliers de parfumerie, que ce soit pour l'époque romaine, que ce soit pour l'époque grecque, que ce soit pour l'âge du bronze, par exemple, nous n'avons que ces ateliers de parfumerie, on peut pratiquement les compter sur les doigts d'une main. Les doigts des 2 mains, peut-être. Mais sur une vaste période, en fait, on en a très peu. Pour la période romaine, nous avons donc les ateliers de Pompéi, évidemment, Pompéi, et donc nous avons là ces équipes espagnoles en particulier qui fouillent à Pompéi, mais donc c'est l'équipe française de Jean-Pierre Brun qui avait fouillé donc à l'époque l'atelier de Pompéi. Jean-Pierre Brun aussi qui avait fumé donc cet atelier, la parfumerie de Paestum, et avec cette caractéristique, c'est que les ateliers sont présents en contexte urbain. Ils sont en plein centre de la ville. Et à Paestum, donc, nous avons l'atelier qui est présent sur le forum. Un atelier qui ne fait seulement que quelques mètres carrés, mais vous avez l'atelier de fabrication des huiles, de production des huiles parfumées, et c'est un atelier boutique, qui c'est aussi le lieu de vente. Donc de stockage des matières premières, fabrication des huiles parfumées et boutique. Donc qui était sur le forum de Paestum. La même chose sur Pompéi, on avait donc des ateliers qui étaient présents dans un quartier, qui était le quartier des parfumeurs. Pour l'époque hellénistique, nous avons le célèbre, là aussi, fouillé par Jean-Pierre Brun, qui est le spécialiste de l'archéologie, spécialiste international de l'archéologie du parfum. Et d'ailleurs, si cette thématique vous intéresse, vous avez ces cours du Collège de France qui sont en ligne. Donc évidemment les cours qui changent d'intitulé chaque année, et donc je ne sais plus, il y a quelques années, alors, le temps passe vite, donc je pense que ça doit déjà faire 6-7 ans, donc il avait consacré son année de cours justement au parfum à l'époque romaine. Donc la parfumerie de Délos, donc là aussi, donc une parfumerie
donc fabrication d'huile évidemment, puisque ce sont des huiles parfumées, et fabrication donc, des substances aromatiques. Là vous voyez donc la présence de fourneaux, puisque la méthode donc, qui était utilisée c'était celle du bain-marie dans l'Antiquité. Et évidemment, ce qui permet de caractériser donc, les ateliers de parfumerie, c'est les pressoirs, en particulier les pressoirs à huile. Et donc plusieurs types de pressoirs qui sont attestés. Et par exemple, les pressoirs les plus modernes, peut-on dire, pour l'Antiquité, c'était les pressoirs à vis, donc qui apparaissent par exemple à Pompéi. Et si on remonte dans le temps, vous avez un atelier qui est très célèbre. Là, nous sommes donc à l'âge du bronze, à l'âge du bronze chypriote, donc l'atelier de Pyrgos. Donc dans la partie méridionale de l'île de Chypre, dans les montagnes de Chypriote, et atelier qui est très connu parce que c'est une sorte de Pompéi de l'âge du bronze, puisque suite à un tremblement de terre, l'atelier a été abandonné et n'a jamais été réoccupé. Ce qui fait que nos collègues italiens, parce que ce sont les archéologues italiens qui ont fouillé donc cet atelier, donc ont pu découvrir le matériel en place alors qu'avait lieu donc la fabrication du parfum. Donc ceux qui travaillaient dans cet atelier, donc, dont on n'a évidemment aucune trace, les traces humaines n'ont pas survécu, mais quoi qu'il en soit, ils ont abandonné au moment où ils étaient en train de produire de l'huile parfumée. Donc voici les reconstitutions qui ont été faites par nos collègues les Italiens. Nous avons quand même là un atelier du XVIIIe siècle, milieu du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Vous vous rendez compte, donc c'est quand même pas rien. Et d'autant plus, c'est d'autant plus intéressant parce que nous sommes sur l'île de Chypre. Nous sommes sur l'île de Chypre. Et d'après la mythologie grecque, qui vient de l'île de Chypre, c'est Aphrodite. C'est Vénus. C'est Aphrodite et la divinité aux amours parfumés. Vous voyez que le lien, quand même, ici, le lien est direct. Ici. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon, on a les méthodes dont on reparlera, ici, l'enfleurage à chaud en particulier, et donc quelque chose qui est très très important, ce que vous voyez, la reconstitution que vous voyez à gauche, on a un alambic de l'âge du bronze, quelque chose qui est très 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 important au niveau des techniques, puisque jusqu'à une époque récente, vous avez sans doute lu que les alambics donc n'existaient pas dans l'Antiquité, que c'est une invention du début du Moyen-Âge, une invention arabe du début du Moyen-Âge. Ce n'est pas vrai, puisqu'on en a dès le XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, des alambics. Et des alambics qui fonctionnent, on a fait des reconstitutions, nous aussi on a fabriqué des reproductions de cet alambic, on a bel et bien fabriqué, ça marche. C'est rudimentaire, mais ça marche en tant qu'alambic. Alors ce qui est intéressant, c'est que, et ça c'est une caractéristique, c'est toute une zone artisanale. Dans la même zone artisanale, on produit du parfum, on produit de l'huile d'olive et de l'huile d'amande, on fabrique du vin, nous avons des ateliers de métallurgie, nous avons aussi des ateliers de textile. Mais en fait c'est normal et il y a un lien entre ces différentes productions, ces différents ateliers. Un lien par exemple tout simple, c'est qu'on utilise des huiles parfumées pour traiter les textiles. Et ça, on a les sources littéraires là-dessus qui nous disent que nombre de textiles donc, étaient enduits d'huile parfumée. Non seulement pour la conservation du tissu, mais aussi pour lui conférer une bonne odeur, tout simplement. Alors donc nous avons les fouilles d'ateliers, mais comme je l'ai dit, ces ateliers sont très peu nombreux, ce qui est surprenant. On n'arrive pas à trouver les ateliers. Là par exemple, vous avez remarqué que je suis passé de l'époque hellénistique à l'âge du bronze. C'est quand même pas rien. On n'a pas d'atelier pour l'époque classique en Grèce. On n'a pas d'atelier. Alors qu'on sait très bien qu'il y avait des parfumeurs sur l'agora d'Athènes. Il y avait des parfumeurs très nombreux, on le sait, à Corinthe. On n'a pas les ateliers de parfumeurs. Pourquoi ? C'est la question. Pour la période archaïque, c'est la même chose. On a une diffusion en masse des vases à parfum à l'époque archaïque. On n'a aucun atelier. Donc vous voyez, on a un vide dans nos connaissances, mais en fait, il y a une explication à ce vide dans nos connaissances. Alors le matériel archéologique, évidemment, c'est un matériel archéologique qui est très abondant. Alors évidemment pour l'époque romaine, alors ici il y a une invention qui est déterminante, c'est l'invention du verre soufflé. L'invention du verre soufflé, et ça c'est, je dirais, c'est une des plus grandes inventions de l'humanité. Un inventeur ici qui restera anonyme à jamais. Début du 1er siècle avant Jésus-Christ, Proche-Orient, mais
Bon, et comme cette invention a lieu au sein de l'Empire romain, là on va avoir un transfert technologique qui va se faire à l'échelle de l'Empire romain, mais qui va être incroyablement rapide. Et donc on va avoir ce qu'on appelle les ateliers secondaires de fabrication du verre de pratiquement toutes les villes de l'Empire romain. Y compris, je prends le cas, puisque je suis à l'université de Bretagne Sud, y compris en Bretagne par exemple, c'est-à-dire aux extrémités de la province de Lyonnaise, on avait des ateliers de fabrication du verre. Donc évidemment, alors, le verre soufflé qui joue un rôle très important, donc là je vous montre des ungüentaria, donc des balsamères en verre soufflé qui ont été retrouvés sur le sol d'un bûcher funéraire, puisque là, évidemment, l'offrande d'huile parfumée joue un rôle très très important dans les rites funéraires. Et donc ces petits balsamères étaient déposés, alors ils étaient vidés, évidemment, ils étaient vidés sur les os, ils étaient déposés sur le sol, sans doute aussi vidés sur les flammes, ce qui avait pour effet d'aviver les flammes du bûcher funéraire. Et ensuite, ils étaient vidés dans l'urne cinéraire, ils étaient déposés dans l'urne cinéraire. Et ça, on a fait des analyses de contenu d'urne cinéraire qui prouvent que les os étaient parfumés, les os des défunts. Alors donc, les balsamères en verre soufflé, avant l'invention du verre soufflé, la céramique, évidemment, et des objets. Alors on a ici une quantité extraordinaire de vases à parfum en céramique, et non seulement une quantité, mais une diversité, une variété fabuleuse. Alors là, j'ai fait une conférence il y a 2 mois devant la Société des parfumeurs de France, où je leur ai montré la diversité des vases à parfum. Or, on a une période, alors c'est curieux, mais on a une période qui va du 7e jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, où nous avons la plus grande variété de vases à parfum. Je parle des formes. Et une inventivité extraordinaire. Regardez, là je ne vous en montre que quelques-uns, des vases à parfum en céramique, des vases à parfum qui prennent la forme de pieds sandalés, des vases en parfum qui prennent les formes donc de cuisses masculines, qui prennent donc des formes de tête de lion, de lionne, qui prennent la forme de tête casquée, de tête de guerrier, qui prennent les formes de bélier, de sirène, donc qui prennent les formes de coq, de cheval ailé, de porc-épi, de hérisson, de singe, de poisson, tête d'Héraclès aussi. Et donc vous avez, alors j'ai dit les vases en céramique, donc ce type de vase ici, donc ils sont en particulier commercialisés par les Phéniciens. Donc des vases qu'on appelle, mais l'appellation n'est pas correcte, des vases en faïence égyptienne en particulier, mais avec là aussi la difficulté de localiser les ateliers. On en a sans doute à Chypre, à Rhodes aussi, et donc on sait qu'il y a aussi, il n'y a pas seulement une fabrication égyptienne, il y a une fabrication phénicienne aussi de ces vases à parfum. Mais ces vases à parfum qui sont véritablement commercialisés de l'est à l'ouest de la Méditerranée et du nord au sud de la Méditerranée. Alors rappelez-vous, ce sont des tout petits objets, des tout petits objets qui tiennent dans le creux de la main. Donc nous avons ici des chefs-d'œuvre aussi d'objets miniatures. Et donc des nombres de vases à parfum aussi qui sont en verre sur le noyau d'argile. Et là aussi véhiculés en particulier par les Phéniciens. Et par exemple ce type de petits vases à parfum, alors qu'ils ne font que quelques centimètres de hauteur, ça veut dire que vous n'avez que 4 à 5 centilitres de contenance. On reparlera de ces parfums. Et ça, ce genre de petits vases à parfum, pareil, on en retrouve en Espagne, on en retrouve jusqu'en Gaule méditerranéenne. Quand on dit que les Celtes ne se parfumaient pas, on a quand même quelques-uns de ces vases à parfum en verre sur le noyau d'argile qui étaient présents en Gaule méditerranéenne. Alors, donc quand on parle des vases à parfum, bien sûr, en fait, on parle d'une invention qui est celle du flacon, du vase à parfum. Alors, une invention qui remonte à l'âge du bronze, mais on va assister à une production en masse à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est l'invention de la production en masse du vase à parfum et donc de son contenu. Et on va avoir des milliers et des milliers et des milliers de vases à parfum. Dans des ateliers comme Corinthe, par exemple, et là je vous dis, moi j'avais ma thèse, donc
il y a longtemps, en 95. Hein. J'avais commencé à inventorier les vases à parfum. Quand je suis arrivé à 4000, j'ai arrêté parce qu'on ne peut plus à un moment donné inventorier ces vases à parfum. Donc on en a des dizaines de milliers de ces vases à parfum. Donc véritablement production massive. Et regardez, hein, là ici vous avez un petit Aribal étrusque. Il est parfaitement bien adapté à la main humaine. Et que ce soit, et même les petites mains, y compris les mains d'enfants, par exemple. Vous voyez, cette forme arrondie, c'est vraiment fait pour tenir dans le creux de la main. Hein. Et donc on a ces vases à parfum qui sont vraiment bien adaptés pour leur usage. Et nous avons, alors ça c'est beaucoup plus rare, donc parfois des bouchons. Ce qui nous manque, c'est des bouchons pour ces vases à parfum. Et on a parfois donc des bouchons en métal. Et donc celui-ci c'est le cas, dans un musée italien de Cerveteri. On a un bouchon en plomb donc, qui est resté fixé au vase à parfum. Ce qui nous a permis de savoir, en fait, ce n'était pas un bouchon, c'était un bec verseur. Donc ce bouchon avait 2 orifices. Hein, c'est un bec verseur à 2 orifices. Et exactement comme nos bouteilles de vinaigrette qui ont 2 orifices, l'un qui doit faire appel d'air. Hein, et donc là, vous avez un bouchon en plomb. Non, je n'en connais pas d'autres. Hein. Ça a été une belle surprise. J'ai demandé au conservateur si c'était possible d'enlever ce bouchon en plomb, je n'ai pas eu l'autorisation. Comme quoi les conservateurs sont pénibles parfois. Bon, après, je comprends très bien parce que vous voyez que l'embouchure est fêlée. Donc, et même, j'ai demandé est-ce qu'un restaurateur peut enlever le bouchon, mais ça n'a pas été possible. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que du coup, le bouchon a permis que le contenu, donc qui est souvent conservé sous forme solidifiée, ne soit pas contaminé, ne soit pas pollué. Donc c'est cela qui m'intéresse. Bon, on n'a pas eu l'autorisation d'enlever le bouchon. Donc vous avez le matériel, mais qui est abondant à l'échelle de tout l'Empire romain, à l'échelle du monde grec en particulier, et je ne parle même pas du monde oriental, proche oriental et oriental. Les images, alors les images qui sont nombreuses, mais les images ne sont nombreuses que dans le monde grec. Et on a une mise en scène donc, du parfum. Et là, vous voyez, ce sont des scènes athlétiques, donc des jeunes hommes. Et par exemple, le vase à parfum donc, fait partie des cadeaux érotiques. Donc il peut y avoir les animaux qui font partie des cadeaux érotiques, mais aussi le vase à parfum. Donc on offre l'Aribal comme cadeau érotique. Vous le voyez là aussi, toujours une scène de lutte. Et là, vous voyez donc le personnage qui est à gauche, qui apporte un grand vase à huile parfumée. La même chose donc sur ce Skyphos à droite, vous voyez l'arbitre, donc la scène de lutte, l'arbitre avec son long bâton, et vous voyez l'autre athlète, le boxeur donc, qui est à gauche, ce qu'il tient en main, c'est un grand alabastre, un grand vase à huile parfumée. Donc c'est-à-dire que les vases à huile parfumée faisaient aussi partie donc du contexte sportif et du contexte masculin. Ce que l'on voit aussi ici, nous sommes à la fontaine, très très belle fontaine, avec une belle architecture, type de fontaine qui existait à Athènes au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et vous voyez qu'elles sont suspendues aux branches des oliviers, puisque c'est des oliviers, donc des vases à parfum. Et vous voyez que le parfum, l'huile parfumée, est intégrée dans la toilette quotidienne. Alors évidemment, on utilise le strigine, on utilise l'éponge, mais on utilise aussi l'huile parfumée. Ce que l'on retrouve dans le contexte masculin, mais aussi féminin. Puisque là, vous voyez donc des femmes à droite, par exemple, vous voyez des femmes qui se baignent, des femmes qui plongent, vous avez des plongeoires qui sont aménagées, et vous voyez la même chose que dans le contexte masculin. Donc vous avez les vases à parfum qui sont suspendus aux branches des oliviers. C'est les mêmes vases à parfum que ceux des hommes. Vous voyez la même chose à gauche, donc des femmes qui sont en train de nager. Et celle de gauche, qui est debout à gauche, qui est nue debout à gauche, est en train de verser le contenu de l'huile parfumée dans la paume de sa main. Donc vous voyez qu'on est dans le monde masculin, on est dans le monde féminin. Les images étrusques aussi, qui sont relativement nombreuses, et donc des images qui sont très très célèbres, donc le célèbre sarcophage des époux, on en a deux, un au musée du Louvre et un au musée de la Villa Giulia à Rome. Et en fait, il manque une clé de lecture pour le célèbre sarcophage des époux, parce que la femme tient un objet, l'homme aussi d'ailleurs, elle tient un objet, et en fait l'objet qu'elle tient, c'était un vase à parfum, c'était un alabastre, alors qui n'a pas été conservé parce qu'il était en métal, donc sans doute en argent, ou peut-être en or. Et en fait, on a la reconstitution de la scène,
sur donc cette terre cuite du musée de la Villa Giulia, où donc vous voyez cette femme qui est en train de verser dans sa main donc de l'huile parfumée. Mais ce qui m'intéresse beaucoup aussi, ce n'est pas seulement le geste de cette femme, évidemment de la haute aristocratie, qui verse qui va se parfumer donc la paume de la main, mais regardez autour de son cou, elle a un superbe collier. Ce collier, c'est des vases à parfum. Hein, donc c'est-à-dire qu'elle était dans un environnement parfumé. Et que, alors ça n'a rien de surprenant, hein, mais ce sont des vases à parfum. Donc, donc ce collier est fait donc, de trois vases à parfum qui sont juste suspendus à son cou. Et là, vous voyez une autre terre cuite à droite. Vous voyez la femme donc, qui est en train de parfumer la main donc, de son époux. Hein, puisque dans le monde étrusque, on sait que c'est les époux légitimes hein, qui sont représentés. Toujours dans le monde étrusque, hein, les célèbres fresques de Tarquinia. Et là, une représentation d'une scène de banquet. Et dans le banquet, on sait bien que le vin coule, donc le vin coule à flot hein, dans le banquet. Mais ici, ce que vous voyez ici, c'est le parfum. Hein, et donc, vous voyez des serviteurs, peut-être des esclaves, donc, qui apportent du parfum, donc le parfum liquide dans ce grand alabastre. Mais regardez la taille de l'alabastre, un alabastre donc, en albâtre, donc de taille gigantesque, hein, c'est-à-dire qu'il était d'un prix exorbitant, ainsi que son contenu. Il porte de la main droite une longue tige à parfum. Et le serviteur à gauche porte une boîte qui est ouverte, et là c'est sans doute du parfum solide, hein, de type encens, donc qu'il transporte. Hein. Autre image d'étreuse que je vous ai juste commencé à vous montrer, donc une statuette en ivoire, fin 7e siècle avant Jésus-Christ, donc on est sur le littoral toscan. Et bah, vous voyez, alors c'est une scène qui est d'origine proche-orientale, sauf que la dimension originale de cette scène, c'est que cette femme fait couler donc son lait maternel, mais elle le fait couler dans un vase à parfum. Donc vous voyez que du coup, ça signifie que nous avons du lait dans les parfums étrusques, dont du lait maternel. Et je termine au niveau des représentations. Une découverte qui date d'il y a une dizaine d'années, donc nos collègues italiens qui fouillaient donc, le tumulus de la reine à Tarquinia, et ils ont fait la découverte. Alors nous avons, c'est le cadre habituel, on va dire, de cette grande tombe familiale étrusque, de ces riches tombes familiales. Vous avez un dromos, donc un couloir d'accès avec donc un escalier qui descend donc vers la tombe. Et c'est à partir de ce dromos que nous avons une chambre à droite, une chambre à gauche et une chambre dans le fond, dans l'axe du dromos. Sauf que ce dromos était particulier, puisque c'était un dromos à ciel ouvert, avec des colonnes en bois, et qui reprenait en fait la forme d'un temple. Donc c'est un dromos temple. Et donc déjà, on a cette dimension originale, et sur le mur de droite du dromos, donc qui ouvrait vers la tombe de droite, les archéologues italiens donc, ont découvert une fresque peinte. Alors c'est une découverte absolument exceptionnelle, parce que les fresques peintes étrusques à Tarquinia, on les connaît, sauf qu'elles sont à l'intérieur des tombes. Elles sont à l'intérieur des tombes. Là, la fresque peinte est à l'extérieur de la tombe, elle est dans le dromos, hein, sur les murs du dromos. Hein. Et donc sur un enduit blanc, vous aviez donc cette représentation-ci. Alors évidemment, dont il ne reste pas grand-chose, mais vous avez la représentation d'une personne dont on voit les deux mains. La main droite que vous voyez ici, et puis la main gauche en bas. Et en fait, cette personne tient dans chaque main un vase à parfum. Et un vase à parfum dont on connaît très bien la typologie, ce sont des vases à parfum étrusques. Et en fait, donc cette personne, on ne sait pas si c'est une femme ou un homme, se présente devant la porte de la tombe. Et en fait, on avait un rituel qui consistait à enduire la porte de la tombe. On enduisait d'huile parfumée la porte de la tombe. Et je termine cette fois-ci juste pour vous montrer une image que je trouve extraordinaire, qui est très, très peu connue, hein, on en a pas mal parlé en Italie, une image punique. On est dans le sud de la Sardaigne, la presqu'île de Sant'Antioco, riche en témoignages archéologiques puniques extraordinaires, une presqu'île de Sant'Antioco. Et là, nos collègues sardes ont fait une découverte fabuleuse, une tombe punique qui, en tant que telle, n'a rien d'exceptionnel, si ce n'est le pilier central sur lequel vous avez une représentation sculptée et peinte
d'un personnage qui a un véritable patchwork. Vous avez un personnage, donc là c'est une tombe du début du 5e siècle, début du 5e siècle en Sardaigne. Et vous avez un personnage qui est vêtu à l'égyptienne. Il est vêtu à l'égyptienne. Et non seulement il porte une barbe à l'égyptienne, donc ce qui veut dire que nous avions des puniques en Sardaigne qui étaient vêtus à la mode égyptienne. Mais pourquoi est-ce que c'est un patchwork? Parce que non seulement il porte une barbe à la mode égyptienne, il est vêtu à la mode égyptienne, par contre il porte un vase à parfum qui est suspendu à son poignet. Eh bien, il porte un vase à parfum à la manière grecque, qui est représentatif du début. C'est pour ça que je parle de patchwork. Parce que là, vous avez, alors la Sardaigne évidemment, c'est une île d'une richesse archéologique fabuleuse, mais là, vous voyez, nous avons une rencontre entre le monde grec, le monde égyptien, le monde punique. Donc vous avez un personnage, donc là on a vraiment la rencontre des cultures en Sardaigne. Et donc, vous voyez, l'ostentation du parfum dans le contexte féminin. Et donc une image romaine qui est très très connue, une représentation qui est très très connue, donc de la villa de la Farnésine. Donc vous pouvez admirer. Alors, c'est toujours trompeur les photos, parce que je me rappelle en tant qu'étudiant, la première fois que j'ai vu cette photo, d'habitude on la voit toujours, elle illustre les couvertures de nombre d'ouvrages ou d'articles sur le parfum. Donc je m'attendais à une fresque. En fait, c'est une toute petite représentation, ce qui est toujours assez surprenant quand on ne s'y attend pas. Et donc voilà cette charmante représentation. Vous voyez une jeune femme qui est en train de fabriquer son parfum. Et évidemment, qui est en train de faire son mélange parfumé. Et ça, évidemment, c'est une pratique qui a existé pendant des milliers d'années. Alors abordons maintenant les objectifs scientifiques et les méthodes. Donc à partir justement des vases à parfum, quand on découvre, on a donc des milliers et des milliers de ces vases à parfum, se posent, on va dire, les problématiques archéologiques habituelles. On va dire depuis le 19e siècle, la première question que l'on va se poser, c'est la localisation, la provenance de ces vases à parfum, où a-t-il été fabriqué, ensuite sa datation, où a-t-il été fabriqué, à quelle époque. Évidemment, on va essayer de donner la datation la plus précise possible, et pour ça, on passe là aussi, on va dire, donc, depuis le 19e siècle, c'est une approche qui a fait ses preuves, on fait de la typologie. Évidemment, il y a beaucoup de travail à faire pour faire des typologies de ces vases à parfum. On va se poser la question des modes de transport et d'échange, parce que le problème des huiles parfumées, c'est quelque chose qui se dégrade très vite, les huiles parfumées. Donc comment faisait-on pour transporter, pour conserver ces huiles parfumées? Donc quel était l'usage de ces vases à parfum? Le statut, leur contenu. Est-ce que le parfum était d'usage courant, ou est-ce qu'au contraire c'était quelque chose de coûteux, de précieux, qui n'était réservé qu'à une élite? Le seul problème, c'est que l'Antiquité, c'est très long. Donc évidemment, il y a une évolution qui se fait. On n'a pas évidemment la même situation durant l'Empire romain que durant, on va dire, le 5e siècle. Les choses ne sont pas les mêmes entre Athènes au 5e siècle et Rome, donc 6 siècles plus tard. Et évidemment, le contenu qui a disparu. Il nous reste le vase, l'emballage, mais le contenu. Et ce qui nous manque aussi, c'est l'étiquette. L'étiquette, donc, pouvait exister dans l'Antiquité des étiquettes qui étaient en bois, avec inscription, évidemment, qui, la plupart du temps, ont disparu. Et donc des contenus qui pouvaient être en matière d'origine végétale, animale ou minérale, et souvent, évidemment, pour compliquer les choses, un mélange des trois. Alors, en sachant que ce qui est surprenant, c'est que nombre de ces vases à parfum donc, ont encore leur contenu qui s'est solidifié. Là, je vous montre juste un aribal du musée de Dinan, un aribal étrusque, un des petits musées de Dinan. On a fait une radio de cet aribal, et là vous voyez qu'il y a encore ce contenu qui s'est conservé sous forme solidifiée. On avait fait les mêmes constatations donc au MAN, au musée d'archéologie nationale, et en fait il s'est solidifié, avec des strates. C'est ce que vous voyez, la macro-photo que vous voyez en bas. Chacune de ces strates correspond à une phase de solidification du parfum. C'est étonnant parce que c'est quelque chose de lisse. Ça ressemble à du chocolat. Ça se casse comme du chocolat. La seule différence, c'est que donc, ça n'a pas l'odeur du chocolat. Mais ça ressemble beaucoup à du chocolat. On voit vraiment la stratification qui s'est faite au fur et à mesure. Et donc à partir du moment où évidemment on a constaté que le parfum était encore présent sous forme solidifiée, on a fait appel donc à des spécialistes, ce qu'on appelle les sciences dures,
les sciences exactes, et donc on appelle ça faussement les sciences exactes. Et donc la personne que vous voyez à gauche ici, donc qui est paléogénéticienne, donc quand elle a commencé à travailler donc Catherine Ami, qui était venue au musée d'archéologie nationale, et donc quand elle a commencé à travailler avec nous, donc elle nous a dit que les sciences dures se ramollissent au contact de l'archéologie, tellement c'est compliqué. Donc vous voyez ici, nous avons à droite le chimiste, et à gauche la paléogénéticienne, donc le chimiste c'est Nicolas Garnier, et à gauche Catherine Ami, paléogénéticienne, qui font les prélèvements, mais qui portent des masques. On était bien avant le Covid, mais juste pour ne pas contaminer les échantillons. Donc vous voyez ici les prélèvements et les analyses donc, qui se font évidemment en atmosphère stérile, en laboratoire. C'est ce que vous voyez ici pour la paléogénétique. Et ici, vous voyez un flacon, un balsamaire de Lyon, qui a été lui aussi découvert avec son contenu. Vous voyez qu'il y a cette couleur jaune, cette couleur jaune vive. Alors évidemment en atmosphère stérile parce que en fait ces techniques sont tellement efficaces que la biochimie, la chimie organique, ça permet de savoir ce que les archéologues ont mangé le midi. Alors on le sait, alors quand on est en Italie, évidemment il y a de la pizza. Alors évidemment ça pose pas de problème parce que quand on a de la tomate, bon on se dit, il y a pas, ça on sait que c'est pas antique, les pommes de terre c'est la même chose. Mais quand on a autre chose, d'autres matériaux qui peuvent être antiques, c'est un problème. Comme par exemple celui-ci, parce que, chose curieuse, là c'est nos analyses paléogénétiques, les résultats c'était de la betterave. Alors la betterave, nous quand on nous a donné les résultats, on s'est dit, bon, il y a quelqu'un qui a dû manger de la betterave. Même si dans l'atmosphère stérile, bon, quelqu'un a dû manger de la betterave le midi, ou a dû éplucher des betteraves, c'est pas possible quoi, de la betterave. Et en fait, on a laissé ces résultats reposer, on s'est dit, bon, on a des résultats qui ne sont pas interprétables. Et en fait, on se trompait parce qu'on a su plus tard, mais quelques années plus tard, j'ai écouté une conférence de John Scheid, qui nous a parlé, pour l'époque romaine, d'un parfum à la betterave. Curieux, mais donc nous n'avions pas cette attestation. Donc en fait, les résultats étaient plausibles. En fait. Je vais vous parler d'ailleurs d'autres résultats qui nous ont posé problème par la suite, mais qui ont été validés par la suite. Donc l'archéologie biomoléculaire, c'est retrouver, on est donc dans le domaine de l'archéologie de l'invisible, donc c'est des techniques qui sont anciennes, qui sont connues, qui sont amplement utilisées actuellement en alimentaire et en pharmacie, en parfumerie aussi. Et donc par exemple, dans beaucoup de laboratoires de parfumerie, on utilise la technique de la chromatographie en phase gazeuse, couplée avec la spectrométrie de masse, donc qui permet d'isoler les biomarqueurs. Tous les pics que vous voyez, à chaque fois c'est un biomarqueur différent. Mais une fois qu'ils ont été isolés, donc il faut les identifier. Ça c'est la phase la plus... Alors ça c'est les chimistes, évidemment, c'est pas nous qui faisons ça, c'est les chimistes. Comme je dis, c'est beaucoup utilisé en pharmacie et en chimie actuellement, pour une raison toute simple, pour savoir donc quelles sont les recettes, quels sont les composants des concurrents. Ah bah oui, donc, mais du coup ça marche aussi pour les parfums antiques. Alors ça marche aussi pour tout ce qui est du domaine de l'alimentaire, évidemment. Tout ce qui est d'origine biologique, organique, donc peut être identifiable donc par cette approche biomoléculaire, en sachant qu'on a donc deux techniques, la paléogénétique et la chimie biomoléculaire, qui ne cessent de faire des progrès depuis les années 90. Et c'est ça aussi qui est étonnant. Donc on va dire la méthode générale est toujours la même, mais les protocoles changent, le matériel change, et maintenant ils arrivent à un niveau d'expertise et d'identification qui est vraiment étonnant. Donc je n'ose imaginer ce que ce sera dans 20 ans ou dans 30 ans. Donc, alors vous avez différents types de matériaux qui sont identifiés. Maintenant, bon, par exemple le vin donc est parfaitement identifiable. Ils peuvent savoir si c'est du vin rouge, si c'est du vin blanc. Différentes huiles sont identifiables, dont l'huile d'olive, par exemple, l'huile de ricin, par exemple,
Donc on a les produits de la ruche, la cire, donc qui est identifiable, les graisses animales qui sont aussi identifiables, dont évidemment les produits laitiers, donc, qui sont aussi identifiables, et évidemment ce qui nous intéresse, différents matériaux aromatiques qui sont eux aussi identifiables. Alors donc on a, Christian Laure vous a parlé tout à l'heure des différents programmes donc, que l'on a mis en place, et puis d'autres équipes évidemment qui travaillent sur les mêmes thématiques, que ce soit en Italie, que ce soit en Grèce, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis aussi, sur, on va dire, toute cette approche biomoléculaire autour de l'alimentation et autour du parfum. Donc là, maintenant on a fait les analyses de plus d'un millier de vases à parfum, ce qui nous permet d'avoir du recul aussi au niveau des interprétations. Et donc il apparaît au niveau des résultats, évidemment je vais vous faire une présentation très très générale des résultats, que nous avons des résultats qui ne coïncident, qui ne concordent pas du tout avec l'image que l'on peut se faire de parfum, c'est-à-dire de substances odorantes qui sentent bon. Alors au niveau du végétal, donc on a évidemment des informations qui sont précises, et on a pu identifier nombre de plantes aromatiques qui étaient utilisées. Il y a une grande surprise, ces plantes aromatiques n'ont rien d'exotique. À chaque fois, c'était des plantes aromatiques méditerranéennes. Et je dirais méditerranéennes, banales dans le monde des plantes du maquis méditerranéen en particulier. Et on cherchait évidemment beaucoup de substances aromatiques, des substances résineuses aromatiques, comme par exemple l'encens, la myrrhe, on n'a jamais trouvé. Jamais trouvé. Alors que les textes nous en parlent. Mais, au point de vue des analyses, alors que l'encens, c'est quelque chose qui est tout de suite identifiable par nous. On n'en a jamais trouvé. Donc, ce qui est quand même étonnant. Donc pas de résine de provenance lointaine. Et on a beaucoup de pois, on a beaucoup de résines, mais des résines de conifères, tout simplement de la poix et de la résine de conifères, c'est-à-dire des goudrons végétaux, mais qui sont d'origine locale, tout simplement. Et à notre grande surprise, dans les vases à parfum étrusques, des goudrons végétaux, mais qui sont très connus en préhistoire, et depuis même le paléolithique, très connu, c'est le bret de bouleau. Le bret de bouleau qui est très connu. On a même du bret de bouleau qui a été mâché par des hommes du paléolithique, comme du Schubert. Mais on sait que le bret de bouleau, c'est, on va dire, une tradition d'Europe continentale, amplement, qui existe depuis le paléolithique, qui continue. Les Celtes utilisent beaucoup de bret de bouleau. Par contre, on n'avait pas d'attestation pour la Méditerranée. On s'aperçoit que dans le monde étrusque, on utilise du bret de bouleau, donc dans la fabrication des parfums. C'est-à-dire des composants qui sont culturellement originaires du monde celtique. Aussi, tout ce qui est du domaine de... on arrive déjà dans les études de cas. Et on va en parler justement quand on va parler des études de cas. Donc, des composants végétaux, mais qui sont d'origine locale. Ça, c'est très important. Nous avons toujours des mélanges, à part quelques exceptions, des mélanges dans des huiles, et en particulier la reine des huiles, l'huile d'olive. Évidemment, là, ça ne nous a pas surpris, évidemment. Mais ça correspond exactement au texte, une huile qui est en fait d'olive verte, c'est-à-dire des olives vertes, c'est-à-dire nous, on a toujours, quand on choisit notre huile d'olive, on veut une huile d'olive qui soit bien odorante. Là, c'était le contraire. On prenait donc des huiles qui ne sentaient pratiquement rien, ce qui était normal, puisqu'elles devaient servir pour les parfums. Et puis des produits laitiers, donc des graisses animales, d'autres produits d'origine animale, dont de la bile, on verra, de la bile animale, quelque chose qui peut sembler assez curieux, et des produits laitiers. Et là aussi, on bute sur ces produits laitiers parce qu'on aimerait bien savoir de quoi il s'agit comme produit laitier. Donc on va aborder la dernière partie, les études de cas. Alors tout ce qui est du domaine du psychotrope, des drogues et des psychotropes. Là, vous voyez par exemple des vases à parfum. Alors c'est quelque chose qui était connu, dont la forme, et vous voyez même le décor de l'embouchure, donc reprend le décor, la morphologie et le décor reprennent les formes de capsules de pavot. De capsules de pavot.
Donc évidemment, depuis, alors ça c'est vieux, hein, depuis les années 1950, vous avez différents articles où justement on se pose la question de substances ici, qui soient des substances de la drogue, des substances psychotropes. Hein. Et donc, nombre de questions sont posées hein, autour de différentes drogues, dont la drogue tirée donc de la capsule de pavot, le cannabis. Et en fait, il faut bien savoir qu'il y a sans doute erreur ici. Hein. Alors, c'est quelque chose qui fait couler beaucoup d'encre. Il y a une sorte de fantasme autour de la drogue qui existait dès le 6e siècle avant les trafics de drogue en Méditerranée, dès le 6e siècle avant Jésus-Christ. Le seul problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des analyses chimiques, on n'a jamais rien trouvé. Hein. Et en fait, il peut y avoir confusion, tout simplement parce que, vous savez que ici la drogue est fournie, est donnée par le latex. On incise les tiges, les capsules de pavot qui ne sont pas encore mûres, et c'est le latex qui coule avec lequel on fabrique actuellement la drogue. Mais en fait, il faut savoir que dans l'Antiquité, donc l'huile qui était l'huile reine, l'huile la plus fine, c'était l'huile de graines de pavot, hein, qui était considérée comme même beaucoup plus fine que l'huile d'amande douce, beaucoup plus fine que l'huile d'olive verte. Donc peut-être que là, il s'agit tout simplement donc de l'huile, donc de graines, de l'huile de graines de pavot, qui était la plus coûteuse aussi, hein, parce que pour faire de l'huile de graines de pavot, évidemment, il faut des quantités impressionnantes de capsules de pavot. Et quoi qu'il en soit, les différentes analyses, et qui continuent toujours, hein, donc pour l'instant, ne livrent pas d'attestation de substances psychotropes, en tout cas dans ces types de bases à huile parfumée. Je vous montre juste ça qu'on a publié, donc un petit licite au silphium, hein, on a publié ça il y a peu de temps. Et donc vous avez la représentation d'une plante qui est présentée comme le premier écocide dans l'histoire de l'humanité. Hein, une plante, le silphium, alors silphium en latin, silphion en grec, alors qui est très connu, hein, qui est très très connu, et qui a été tellement exploitée qu'elle a disparu à l'époque de Néron. Hein, qu'elle a disparu au 1er siècle après Jésus-Christ. Donc nous sommes en Libye actuelle, en Cyrénaïque, et depuis l'arrivée des Grecs en Cyrénaïque, alors on a de nombreuses attestations textuelles, on a de nombreuses attestations iconographiques de cette plante. Donc on sait que cette plante était un panacée et tout était utilisable. La tige, les fruits, la racine, les feuilles, et on l'utilisait en alimentaire, on l'utilisait en cosmétique, on l'utilisait en médicinal. Et c'est une plante qui a eu un tel succès, donc elle a disparu. Le premier cas d'écocide. Alors moi ce qui m'intéresse ici, c'est que, alors vous avez évidemment les historiens, les botanistes, hein, les historiens de la botanique, qui sont à la recherche de cette plante. Hein. Et puis vous avez tous les ans, vous avez de nombreux articles hein, sur cette plante, donc qui était une ombellifère. Et évidemment les botanistes qui aimeraient bien retrouver quelque part. Est-ce que cette plante sauvage peut encore exister quelque part? Mais moi ce qui m'intéresse ici, c'est que ce licite vient d'être, donc a été découvert récemment. Et donc c'est un licite, un petit vase à parfum attique de la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et regardez, cette femme, cette Athénienne, se présente devant la plante et elle arrive avec un vase à parfum. Hein, et le bouton de la plante prend la forme d'un vase à parfum. Donc il y a bien un lien entre le silphium, ici, et donc le parfum, c'est-à-dire que donc ce licite devait contenir du silphium. Alors donc on a fait les analyses de l'intérieur du contenu de ce licite, parce qu'on s'est dit ici, on ne sait pas de quelle plante il s'agissait. Donc si on retrouve des traces biochimiques de cette plante, peut-être qu'on pourrait identifier cette plante. Ça a été un échec, mais bon, ça valait le coup d'essayer. Une autre étude de cas, des licites du Louvre, hein, des licites étrusques du Louvre, et alors qui sont intéressants parce que donc, vous avez des inscriptions. Hein, et c'est rare d'avoir les inscriptions du contenu. Donc sur l'un, vous avez l'inscription aînée, et sur l'autre, l'inscription ruta, la rue. Et donc le aîné, en fait, servait à fabriquer, là c'est un vase du 5e siècle avant Jésus-Christ, donc il servait à fabriquer le parfum qui était considéré comme le plus précieux, le plus coûteux de tous. Et on a la recette hein, du parfum au aîné. Hein, on a plusieurs auteurs hein, qui nous donnent cette Théophraste en particulier. Et donc il nous dit qu'on utilise les fleurs du Kypros, donc le aîné
lui-même. Et on rajoutait des aromates précieux comme la myrrhe, le cardamome et la cannelle. Donc c'était un parfum qui à l'époque coûtait absolument une fortune. Et donc vous avez ce vase à parfum étrusque qui contenait donc ce parfum qui était le plus précieux de tous. Et vous aviez un autre vase à parfum, vous voyez c'est exactement le même type, hein, même époque, même type. Sauf que lui ce qu'il contient c'est de la rue. En latin c'est la ruta fetida qui veut dire la rue qui pue. Hein, et donc la rue c'est une plante qui est d'origine méditerranéenne que nous avons dans nos campagnes en France. Hein. Une plante qui a été utilisée jusque dans les années 50 en particulier pour tout ce qui était pour les personnes qui souffrent de l'arthrose en particulier. Donc c'était un remède de campagne hein, qui était très très utilisé au Moyen-Âge et jusque dans les années 1950. Hein. Donc vous aviez les célèbres guérisseurs, par exemple, dans les campagnes, qui utilisaient amplement la rue. Donc là, vous voyez, nous avons un vase à parfum qui contient, donc ici, qui est fait avec un enfleurage à froid, un contenu qui est fait d'un enfleurage à froid, donc de feuilles de rue, mais qui en effet ne sentent pas bon. Hein. Donc là, on est en fait dans le domaine du médicinal. On n'est pas dans le domaine du parfum, on est dans le domaine du médicinal. Et donc s'enduire sans doute au niveau des articulations dont on souffrait. Ici. Alors on a fait les analyses hein, des contenus donc de ces bases à parfum qui attestent bien que là nous avons vraiment des mélanges médicinaux. Hein. On a des plantes aromatiques, de l'oléorésine de conifères, donc de l'huile végétale, des produits laitiers à l'intérieur de ces vases. Des petits vases comme celui-ci, hein, donc petits vases en verre sur noyau d'argile hein, qui n'ont que quelques centimètres. Alors ceux-là sont étonnants parce qu'ils ne contiennent pas d'huile parfumée. Hein, mais donc ils contiennent du camphre. Ça aussi, mais ça nous a étonnés hein, parce que certains de ces petits vases, quand vous les manipulez, quand vous les utilisez, ils sentent encore hein, le camphre. Hein, ils sentent fort le camphre. Hein. Et là aussi, ça nous a étonnés parce qu'on s'est dit bon, quelqu'un a mâché du chewing-gum, donc on a des odeurs ici qui sont bizarres, mais en fait c'était bel et bien l'odeur de l'intérieur du vase à parfum. Et donc du camphre, alors ce qui nous pose un problème parce que là c'est des vases, celui-ci c'est un vase du 6e siècle avant Jésus-Christ. Et donc en Sardaigne, découvert en Sardaigne. Donc on est du camphre en Sardaigne avant les conquêtes d'Alexandre le Grand. Bon, ça pose quand même problème. Et en fait, les ethnobotanistes avec qui on a travaillé ont pu identifier, en fait c'est du camphre qui ne vient pas des camphriers, mais qui vient de plantes méditerranéennes, de sauges en particulier, hein, méditerranéennes, qui sont riches en camphre. Et donc on avait déjà cette connaissance à l'époque d'utiliser, on va dire, les composants odorants donc d'espèces végétales locales. Et ici, donc, il n'y a pas d'huile parfumée, mais c'était un distillat, hein, qui était donc une sorte d'eau parfumée au camphre. Alors, donc toujours une étude de cas, là, le vase de Dinan que je vous ai montré. Alors celui-ci est très intéressant, donc ce sont des analyses qui sont relativement récentes. On a des produits laitiers, on a de la poêle conifère, on a donc de la suie, on a de la bile animale. Or, de la bile animale, on a retrouvé dans plein de vases à parfum. De la bile animale et aussi tout ce qui, alors du camphre là aussi, mais aussi alors, des dérivés aromatiques, hein, cinnamiques et benzoïques, et qui viennent en particulier de la racine d'iris. Alors ça c'est important aussi parce qu'on a des recettes hein, qui nous parlent du parfum d'iris et qui est du parfum qui est fait à partir de racines d'iris. Hein, des recettes écrites évidemment, de Théophraste, une fois de plus. Et donc là, on a une recette de parfum où vous voyez qu'on utilise du camphre, on utilise de l'iris, donc des odeurs, de belles odeurs ici. On est dans le domaine de l'aromatique et des plus beaux parfums que l'on puisse trouver, mais on a aussi de la bile animale. Or, de la bile animale, là, on a des recettes aussi, on est dans le domaine du médicinal. On a des recettes donc médicinales et aussi des recettes vétérinaires. On utilise beaucoup de bile animale. Donc là aussi, on a une substance qui n'est pas seulement du parfum, mais qui est du médicinal. Une cruche à Bobèche, punique. Alors vous voyez que chaque culture a ses formes de vase à parfum. Ça, c'est une des formes vraiment typiques du monde punique. Alors là, bon, je vais très vite, hein, mais là aussi, sur le coup, on n'y a pas cru. Les analyses ont permis donc de déceler de la pâte d'agrune. Pourquoi est-ce qu'on n'y a pas cru? Parce que là aussi, on est en Sardaigne au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire environ même plus d'un millénaire avant la conquête arabe de la Méditerranée occidentale. Or,
on nous dit, c'est toutes les sources que vous trouvez sur l'histoire des agrumes, les citronniers n'apparaissent en Méditerranée occidentale que par la conquête arabe. Donc là, on a un anachronisme d'un millier d'années. Donc on s'est dit, bon, on a l'ancêtre du limoncello italien ici, mais on ne voit pas d'où pourrait provenir cet agrume. Et là aussi, on avait laissé, on a fermé le dossier, on s'est dit, bon, on a des résultats qu'on ne peut pas traiter, sauf que quelques années après, nos collègues palynologues donc ont publié plusieurs articles et un ouvrage sur les agrumes dans l'Antiquité, et qui atteste qu'en fait, on avait bel et bien, y compris en Sardaigne, en Afrique du Nord, en Italie du Sud, en Sardaigne, donc au Proche-Orient, sur l'île de Chypre, diffusion faite par les Phéniciens d'un arbre fruitier qui était un agrume, et c'est le cédratier. Le cédratier. Et donc là, c'est pas de l'agrume, c'est du cédrat, tout simplement. Et là aussi, on a des recettes, et en fait, c'est l'écorce du cédrat qui était utilisée. Et là aussi, on a des recettes qui remontent au 5e siècle avant Jésus-Christ, où pour dégager les voies respiratoires, par exemple, on utilisait donc de la pâte de cédrat. Et donc, en fait, voilà, nous sommes donc sur l'île de Sardaigne au 5e siècle avant Jésus-Christ, dans le monde punique. Eh bien, il y avait, donc vous voyez qu'on là aussi, on a une dimension qui est médicinale, ici. Donc, utilisation d'agrumes. Alors, donc voilà, j'ai fait un panorama, vous voyez, très très rapide. Alors évidemment, on a d'autres études de cas ici à présenter. Et donc en conclusion, vous voyez que, là je vous montre juste les vitrines d'un musée d'Italie du Nord, avec une des premières attestations qu'on ait de vase à parfum en Italie, que vous voyez ici à gauche. Donc on est en fait dans un domaine ici de la recherche qui ne cesse pas d'évoluer. Il ne cesse pas d'évoluer, pourquoi? Parce que les méthodes donc, ne cessent pas de se perfectionner. Alors il y a une méthode qui n'a pas beaucoup donné de résultats jusque-là, c'est la paléogénétique. Pourquoi? À cause des contaminations, des pollutions. C'est-à-dire que les paléogénétiques va d'abord nous dire donc, toutes les traces donc, que nous avons au niveau de nos doigts, au niveau de notre respiration, aussi, et même quand on travaille en atmosphère stérile, bien ça ne suffit pas, l'objet est beaucoup trop pollué. Et donc en fait, on n'a qu'une seule possibilité, il faut qu'on ait des vases fermés, mais hermétiquement fermés, c'est-à-dire avec leur bouchon d'origine, ce qui est très rare, très très rare, une amphore par exemple, ou un vase à parfum, et qu'on puisse le transporter dans un laboratoire et qu'on puisse l'ouvrir en atmosphère stérile. Et là par exemple, on a découvert une tombe récemment fouillée à Veilly, au nord à 10 km au nord de Rome, une superbe tombe étrusque, et là, une amphore encore bouchée et pleine. Avec son poids, vous voyez bien qu'elle était pleine, qu'on a fait la radio, mais avec son bouchon d'origine. Et en fait, alors, les archéologues voulaient l'ouvrir tout de suite, parce que, oh là là, surtout pas, ne l'ouvrez pas. Sauf que nous, on a demandé l'autorisation de la transporter, pour la transporter au laboratoire de Lyon, on n'a pas eu l'autorisation. Et donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire l'analyse ADN du contenu de l'enfant, mais par contre ce qu'il faut savoir c'est qu'elle est toujours restée bouchée. C'est-à-dire que ces analyses auront lieu un jour. Quand les Italiens trouveront le bon laboratoire chez eux pour faire les analyses ADN, ils le font. Et là ça nous permettra justement d'avoir des indications précieuses donc, sur l'ADN. Et donc la technique qu'on peut vraiment employer, c'est donc celle de la chimie moléculaire. Chromatographie en phase gazeuse, qui est toujours celle qui donne le plus de résultats et qui ne cesse de se perfectionner et d'évoluer. Et en fait, et je termine là-dessus, ce que l'on pratique par rapport aux résultats, donc c'est l'archéologie expérimentale. On a les textes, on a les images, on a les résultats d'analyse. Et donc ça nous permet de reconstituer donc, des huiles parfumées de différentes époques. Alors c'est doublement intéressant. D'une part, ça nous permet de tester par nous-mêmes le savoir-faire, c'est-à-dire de retrouver les gestes, l'enfleurage à froid, l'enfleurage à chaud, la distillerie, mais on appelle ça la proto-distillerie. C'est-à-dire l'utilisation d'alambics en céramique qui sont des alambics archaïques. Donc ça permet de tester toutes ces méthodes et de les valider. Et puis, c'est très très intéressant aussi au niveau de la valorisation. On en avait parlé au MAN, justement, de la possibilité de faire des ateliers grand public. Et ça, évidemment, fabriquer des huiles parfumées, ça plaît beaucoup au public. Et c'est pas seulement, évidemment, l'histoire de plaire au public, mais ça leur permet aussi de faire
leur faire découvrir tout un autre monde que le nôtre, un monde des odeurs, un monde des pratiques aussi, des huiles parfumées. Alors ça je ne le fais pas, mais quand je leur dis, dans l'Antiquité, dans certains contextes, donc on s'enduisait les cheveux d'huile parfumée. Donc il n'y a pas seulement les odeurs, il y a aussi l'aspect de la luminosité. C'est des huiles parfumées, donc qui reflètent le soleil, qui reflètent la lumière. On s'enduisait le nez d'huile parfumée, les vêtements qui étaient enduits d'huile parfumée. Ça veut dire que là, s'il y avait une personne qui était parfumée à la grecque, ici, non seulement ça se sentirait, mais ça se verrait tout de suite, hein, avec les cheveux lumineux. Ce qui correspond d'ailleurs à une définition qui est celle du parfum qui permet de se rapprocher de la divinité, c'est-à-dire les odeurs de l'Olympe. Les dieux de l'Olympe n'ont pas besoin de se parfumer. Pourquoi? Parce que l'Olympe sent divinement bon. Et donc les dieux sentent, par définition, les dieux sentent divinement bon. Alors parfois ils se parfument, mais c'est en fait de rajouter encore du charisme, à leur charisme naturel. Et ça c'est important de savoir que les dieux sentent divinement bon, le royaume, leur domaine est un domaine qui sent divinement bon. C'est très très important parce que vous savez que dans le monde grec, les dieux peuvent se transformer en ce qu'ils veulent. Ils vont se transformer en animal, ils vont se transformer en homme et en femme. Et les dieux sont toujours dans la tromperie. Ils ne cessent de tromper les hommes. Mais il y a une chose qu'ils ne peuvent pas transformer. Et là, s'il y avait une divinité parmi nous, ça pourrait se déceler tout de suite. C'est sa bonne odeur. Son charisme naturel, une divinité, même camouflée en mendiant, donc un dieu, à ce charisme naturel, et même avec des haillons de mendiants, ils sont divinement bons. Donc s'il y avait un dieu parmi nous, donc il sentirait divinement bon. Raison pour laquelle on se parfume à l'époque, c'est pour se rapprocher, donc on n'est pas Dieu, mais on se rapproche de la divinité. Et raison pour laquelle on parfume les morts, hein, puisque les morts, on les parfume, donc pour qu'ils rejoignent à l'au-delà. Alors évidemment, l'au-delà, ce n'est pas évidemment le monde des dieux, mais c'est un au-delà que l'on veut aussi parfumer, comme l'est le monde des dieux. Et donc vous voyez que ici c'est bien la preuve qu'avec le monde des parfums de l'Antiquité, on est dans un monde fondamentalement différent du nôtre. Hein, on ne se parfume pas juste pour sentir bon, hein, dans l'Antiquité. Il y a une dimension culturelle qui est très très forte. Et alors ce qu'on a plus de mal une réalité qu'on a du mal à approcher, c'est que les parfums sont différents d'une culture à l'autre. Les parfums étrusques ne sont pas les mêmes que les parfums grecs, qui ne sont pas les mêmes que les parfums phéniciens. Et ça, on n'arrive pas encore. Alors on voit bien que les composants ne sont pas forcément les mêmes, mais on n'arrive pas encore à nous rapprocher de cette réalité olfactive. Mais bon, peut-être que ce sera le cas dans 10 ans, dans 20 ans. Là, je vous montre juste, évidemment, le Musée international de la parfumerie, hein, justement avec évidemment des salles aussi qui sont réservées à l'Antiquité. Et puis actuellement nombre d'expositions, hein, sur les odeurs et sur les parfums, pas seulement l'Antiquité, hein, mais l'histoire des odeurs et l'histoire du parfum. Bon, celle-ci, hein, qui a eu lieu il y a quelques années, donc, au château de la Roche-Lagut. Et je termine réellement là-dessus. La difficulté qu'on a en archéologie expérimentale, c'est de retrouver des matériaux naturels, des matériaux biologiques. Par exemple, de la résine de pin. Trouver de la résine de pin naturelle en France, maintenant, c'est incroyablement difficile. Puisque maintenant, la plupart des produits que vous avez en résine de pin, c'est de la chimie, c'est des produits de synthèse. Et en France, il n'y a plus personne qui va extraire de la résine de pin. Maintenant, c'est sur l'île de Madagascar, hein, qu'on produit en particulier de la résine de pin. Mais vous avez encore quelques personnages, comme ce monsieur, hein, qui est le dernier gemeur, hein, des Landes, hein, donc qui a pris sa retraite. Hein, donc il a encore ce savoir-faire, il a encore cette technique. Mais il m'a dit, donc évidemment je suis allé le voir, et puis je suis revenu avec une dizaine de litres de résine de pin. Mais il m'a dit, je n'ai trouvé personne à former. J'ai trouvé aucun apprenti, donc quand je disparaîtrai, donc c'est mon savoir-faire qui va un savoir-faire qui remonte à l'Antiquité. Donc, alors là je parle de la résine de pin, très très difficile à trouver. Quand vous voulez fabriquer aussi de l'huile de rose, il faut des pétales de rose odorantes, donc des roses odorantes actuellement il n'y en a plus beaucoup. Et puis si vous voulez acheter des pétales de rose odorantes,
il en faut au moins 10 kg de pétales de rose odorantes. Alors vous voyez, 10 kg, ça vous en fait des sacs. Hein. Ça coûte une fortune. Hein. Ça coûte une fortune. Donc heureusement, on a trouvé quelques professionnels qui ont accepté de nous fournir donc, des pétales des sacs de pétales de rose odorantes. Mais vous voyez, en fait, c'est difficile hein, de retrouver les matériaux. D'origine. Et là où là aussi on a un nœud là, qu'on n'arrive pas à dénouer, c'est au niveau des produits laitiers. On fait les analyses des produits laitiers, mais on aimerait savoir de quel lait il s'agit. Est-ce que c'est du lait de chèvre, du lait de brebis, du lait de vache ou du lait humain, puisqu'on a des représentations de l'humain. Et est-ce que c'était du lait frais qu'ils mettaient ou est-ce que c'était de la crème? Est-ce que c'était... On ne sait pas. On ne sait pas. Et ça, on bute là-dessus aussi. Donc là aussi, on a demandé à des... Alors ça, c'est une nouvelle donc des chimistes, mais qui travaillent dans un domaine donc, qui est celui des protéines. Parce que la chimie organique permet de connaître les produits laitiers, mais par les lipides. La chimie protéomique permet d'approcher le lait, mais par les protéines, et donc du coup ça permet d'identifier lait humain ou lait animal. Et ici c'est du lait animal, quel type de lait il s'agit. Et aussi, on peut aussi approcher les techniques de transformation du lait. Est-ce que c'est du caillé? Est-ce que c'est du fromage? Est-ce que c'est du lait frais? Est-ce que c'est du lait fermenté? Est-ce que c'est du beurre, par exemple? On n'y est pas encore, mais on espère y arriver bientôt. Donc, la suite, peut-être dans 5 ans, dans 6 ans, quand on aura des résultats. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. J'arrive pour les questions. Bon, d'abord, je voulais vous demander, est-ce que vous en avez reproduit un parfum? Ah, on en a reproduit plusieurs, oui. Est-ce qu'ils sentent bon? Oui, alors, on a reproduit donc des parfums qui sentent bon, par exemple le distillat à la rose, hein, qui sent très bon. On a reproduit aussi le parfum, l'odeur à la rouge. Bon, ça sent pas bon. Mais ça nous permet de nous rapprocher, de savoir ce que ça donnait comme le parfum à la rouge. Et d'après vous, en fait, quelle est la matière la plus courante, en fait, approximativement, évidemment. Alors c'est l'huile, hein, évidemment, c'est l'huile. Oui. Alors l'huile d'olive, l'huile de ricin, huile de lin aussi. Donc qui servait ici, quand on travaille au niveau de l'enfleurage, donc c'est la matière grasse qui permet de capter les odeurs. Ensuite, il vous faut un produit qui va permettre de conserver les odeurs, une fois que vous avez capté les odeurs. Et ce produit qui permet de conserver les odeurs, c'est du sel. C'est pas bon? Du sel. Ah, du sel. Le sel et la résine. Donc raison pour laquelle on mettait beaucoup de résine et de pois aussi de conifères, mais qui du coup rajoutait une odeur aussi, une odeur de pois. Mais par contre, on sait bien que dans l'Antiquité, ils adoraient tout ce qui était odeur boisée. Odeur forte, hein, odeur de conifères, odeur boisée. Mais qui rapproche aussi sans doute de l'odeur des divinités aussi. Donc, et puis à l'époque romaine, on se rapproche plus de l'odeur des roses. Le parfum qui était préféré, c'était le parfum à la rose. Ouais. De toute façon, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours trouver une résine en Grèce. Oui, effectivement. Parce que là, il y en a des tonnes. Oui. Tout le vin résiné grec. Oui, exactement. Oui. Est-ce qu'il y avait des fumeurs à l'Antiquité? Non, il n'y avait pas de fumeurs dans l'Antiquité. Alors, il y avait sans doute des traitements médicaux à base de fumigation. Hein, mais des fumeurs en tant que tels, non. Est-ce qu'il y a une continuité entre l'encens, c'est bien dans le monde grec, le monde romain, et les parfums, ou c'est des odeurs différentes? Alors, l'encens, déjà l'utilisation est différente. Hein. L'encens, je dirais comme maintenant, c'est le signe de la présence divine. C'est le signe comme offrande, alors. Voilà, c'est comme offrande, et là c'est un type de parfum différent, parce que là c'est un parfum qu'on brûle. Donc l'encens, en sachant qu'il n'y a pas que de l'encens. Alors ça, l'encens, c'est un sujet qui est passionnant. Déjà parce que je vous dis qu'on a des textes qui nous parlent de l'encens, dont à l'époque grecque, à l'époque romaine, mais sauf qu'on ne le retrouve pas. C'est ça qui est curieux. Hein, chimiquement, on ne retrouve pas l'encens, c'est curieux. Et il y a une autre question que je me pose, c'est à la fin de l'Antiquité. On avait accès à l'encens, on va dire grâce à l'Empire romain, enfin au monde grec, phénicien, puis à l'Empire romain, mais une fois que les principales routes commerciales
en particulier vers l'Arabie saoudite. Une fois que ces routes commerciales sont en partie interrompues, on n'a plus accès à l'encens. Or, les textes continuent à nous dire que à la fin de l'Antiquité, et puis surtout au tout début du Moyen-Âge, époque mérovingienne, on nous dit qu'ils utilisent de l'encens. Et ça c'est curieux parce que je me dis, mais il vient d'où cet encens qu'ils utilisent? Alors je dirais que, comme actuellement, vous savez que dans les églises, c'est plus de l'encens naturel qu'on brûle dans les églises. Hein. C'est des produits de synthèse. Hein. Alors, je vais vous décevoir, hein, mais c'est plus de l'encens naturel. J'ai l'impression que c'est naturel quand même. Ouais, mais c'est bien fait, les produits de synthèse. Moi, je viens d'Arménie, dans les Ah oui, cimetières, oui, oui. ils brûlent l'encens. Alors en Arménie peut-être? Oui. Oui, en Arménie c'est différent. En Arménie c'est différent. Parce qu'en Arménie, oui, il y a aussi une tradition culturelle qui est différente. Mais dans nos églises. Aujourd'hui, je veux dire. Oui. Alors en Arménie, oui, c'est différent. Mais dans nombre de nos églises actuellement, c'est plus de l'encens naturel qu'on utilise. Et on pense qu'à la fin de l'Antiquité, c'était la même chose. Donc on avait un substitut. Et en fait, on sait que, par exemple, parce que l'encens, on est dans le domaine des résines, des oléorésines. Et en fait, on sait que dès le néolithique, on brûle, par exemple, il y a eu des analyses qui ont été faites dans les mégalithes bretons, on brûlait des résines. Alors qui n'étaient pas de l'encens, évidemment. Hein. Je ne sais plus ce que c'était comme résine. Mais le fait de brûler des résines, alors des résines exotiques, évidemment, ça c'est quelque chose d'important. Et la dimension divine est là, hein, les rois mages, qu'est-ce qu'ils apportent à Jésus? Bon, c'est de l'encens, c'est de la myrrhe, c'est le signe donc, de la divinité de Jésus. Voilà, c'est pas un simple enfant, c'est un enfant qui va avoir un destin et sa dimension divine. Mais donc à la fin de l'Antiquité, alors c'est pas la période sur laquelle je travaille, mais je pense que ça vaudrait le coup de travailler justement, savoir quel type de... Est-ce qu'ils continuent encore à avoir de l'encens à l'époque, au début de l'époque mérovingienne par exemple? Ça c'est des choses qui sont Est-ce que passionnantes. vous avez trouvé de la myrrhe? Non plus, on n'a pas trouvé de myrrhe. Non plus. Alors là, ça aussi, on a ça. Justement, notre programme au départ, c'était pour trouver la myrrhe et l'encens. On n'a pas trouvé. Alors que les textes romains alors, nous disent qu'on utilisait, par exemple pour les funérailles d'un membre de l'élite, ça, sur le passage du convoi funéraire, alors, de la cannelle, de la myrrhe, de l'encens. Alors ça, alors, ce qui était d'un luxine, c'était d'un luxine. Mais archéologiquement, on n'en trouve pas. Alors qu'on devrait. Mais c'est tout l'intérêt de la confrontation Oui. des faits archéologiques. Complètement, oui. Mais alors après, c'est peut-être dû aussi, cette absence, est peut-être due au fait qu'on ne cherche pas au bon endroit. Oui. Puisque la majorité des objets sur lesquels on travaille sont des objets qui ont été retrouvés soit dans des sanctuaires, soit dans des tombes. Peut-être qu'on ne déposait pas l'encens. Les textes nous disent bien qu'on répandait lors des funérailles. Donc ça ne veut pas dire qu'on forcément on le dépose dans la tombe. Donc là, c'est sans doute pour ça qu'on ne le retrouve pas. Et dans l'alambic chypriote, est-ce qu'on a trouvé quelque chose à l'intérieur? Je ne sais plus si dans l'alambic, là, je ne sais plus. Les publications datent déjà d'une vingtaine d'années. Ah oui, peut-être qu'il n'y avait pas encore les moyens. Et puis, oui, en effet, ils n'ont pas fait d'analyse chimique. Le problème des analyses chimiques, mais ça on peut le dire, hein, le problème des analyses chimiques, c'est que, on peut dire que c'est très coûteux. C'est coûteux. Hein. Je vous dis, hein, une analyse chimique, c'est entre 500 et 1000 euros. Une analyse. Alors évidemment, c'est coûteux. Hein. En sachant que vous faites une analyse, mais vous n'êtes pas sûr d'avoir des résultats. Donc, vous imaginez, si vous avez, je ne sais pas, 5 vases dans une tombe, vous voyez le coût que ça représente de faire des analyses chimiques. Donc c'est pour ça que, en archéologie, ce n'est pas en routine qu'on fait appel à ces analyses. Donc, on en fait de plus en plus, mais il y a un coût. Vous avez mentionné à un moment les étiquettes en bois qui existent. Ouais. Est-ce qu'on a trouvé des noms de parfums? Mais le problème, c'est qu'on n'a retrouvé aucune de ces étiquettes. Et dans les textes, il y a dans l'épigraphie. Alors les noms de, alors les textes, Théophraste nous donne les noms de parfums. Ah ouais. Ah oui, ça, les noms de parfums, on les a. Alors, vous avez des ouvrages qui sont parus, de la traduction de Théophraste, où vous avez même la liste de tous les noms de parfums que nous donne Théophraste. Alors, après, c'est merveilleux, hein, Théophraste nous donne le nom du parfum, les composants essentiels du parfum,
et la manière dont on fabrique le parfum. Après, c'est repris par Pline l'Ancien, sauf que Pline, on voit bien qu'il n'y connaissait pas grand-chose, en fait. C'est un encyclopédiste. Son encyclopédie est tellement monumentale qu'il ne peut pas tout connaître. Mais Théophraste, oui, il nous dit qu'on pouvait faire l'enfleurage dans du lait, on pouvait faire l'enfleurage dans du miel, on pouvait faire l'enfleurage dans de l'huile, dans du vin aussi. Et il nous dit que, par exemple, si on prend le parfum à la rose, que ça c'est l'enfleurage à froid qu'il faut faire parce que les pétales de rose sont tellement sensibles, sont tellement fragiles qu'on fait de l'enfleurage à froid. Voilà, donc il nous donne toutes les indications. Et puis le parfum que je vous ai cité tout à l'heure, hein, que je retrouve ici, qui est le parfum Ouéné, qui est le plus précieux. Donc c'est Théophraste qui nous donne le nom de ce parfum Ouéné. Donc voilà, c'est ici. Donc le Kypros, le parfum Ouéné. Ah oui, avec Théophraste, là on a des informations littéraires qui sont très très précises. Mais attention, c'est ça le problème, qui correspondent à l'époque de Théophraste. Voilà. Et on sait très bien que les ateliers de parfumerie ont particulièrement évolué techniquement entre l'époque classique et l'époque hellénistique. Donc on a une évolution technique qui est très importante. Donc évidemment, Théophraste nous donne beaucoup d'informations, mais qui correspondent précisément à son époque. Et c'est ça le problème, c'est que souvent en archéologie, on a, par exemple, les collègues qui travaillent sur la période mycénienne, sur l'âge du bronze, vont utiliser Théophraste. Alors, ils ont raison d'utiliser Théophraste, mais il faut faire attention, parce qu'on a quand même un décalage chronologique qui est quand même d'un millier d'années. Donc les techniques ne sont pas les mêmes, les matériaux utilisés ne sont pas forcément les mêmes. Vous avez indiqué que vous trouvez très peu, curieusement, très peu d'ateliers, vous aviez une hypothèse. Ah oui, je vous ai pas dit, c'était pour le suspense. Je n'ai pas dit l'hypothèse. En fait, en effet, on a très très peu d'ateliers. Et donc ce qui est vraiment curieux, ce qui est anormal en fait. On a, je vous l'ai dit, un nombre fou, une production en masse de vases à parfum. Sauf et les ateliers de ces vases à parfum, on les retrouve. À Corinthe, on les retrouve. En Étrurie, on retrouve aussi. En Italie du Sud, on retrouve ces ateliers qui fabriquaient les vases à parfum. Par contre, les ateliers de parfumerie eux-mêmes, on ne les trouve pas. Et en fait, si on ne les trouve pas, la réponse est toute simple. La même chose en Turquie actuelle. Le parfum qui était réputé le plus précieux au VIe siècle, c'était le Lydione. C'est-à-dire le parfum qui vient du royaume de Lydie. Le parfum qui vient du royaume de Crésus. Et là, pareil, les collègues turcs et américains à l'époque qui fouillaient, jamais ils n'ont retrouvé donc d'atelier de parfumeur. Ce qui est étonnant, parce qu'on nous dit le parfum le plus précieux, c'est le Lydione qui vient de Lydie. Ils ont retrouvé des ateliers de fabrication des vases à parfum qui fabriquent. On sait quel type de vase à parfum contenait le Lydione. Et en fait, la réponse est simple, c'est qu'en fait, une fois de plus, on ne cherche pas au bon endroit. On cherche des ateliers de parfumerie. Mais en fait, nous, quand on fait les reconstitutions de parfums, tout le matériel que l'on utilise, c'est du matériel de cuisine. C'est vraiment du matériel de cuisine. Pour faire les parfums, je vous ai dit, c'est de l'enfleurage à froid, de l'enfleurage à chaud. Pour l'enfleurage à chaud, c'est tout simplement la technique du bain-marie. C'est tout simplement du matériel de cuisine. Et du coup, on a dépouillé, on a regardé des fouilles anciennes, des choses, par exemple en Lydie, des choses qui étaient publiées comme étant un contexte, une pièce qui était publiée comme étant une cuisine. Et puis les archéologues turcs qui disaient eux-mêmes, c'est curieux qu'on ait autant de vases à parfum dans une cuisine. En fait, la réponse est toute simple. Mais en fait, c'est-à-dire que tous les objets qu'ils retrouvent, ils sont des grandes bassines, des bassines un peu plus petites. Pour faire le bain-marie, c'est exactement ce qu'il faut. Des vases donc avec une contenance importante pour contenir l'huile. Et en fait, c'est tout simple, c'est que là où on a identifié les cuisines, moi je suis sûr et certain que vous avez des petits ateliers de parfumerie. Et en fait,
Ça peut être alors des ateliers, disons, à l'échelle domestique, éventuellement, Complètement. et qu'on ne saurait pas forcément Complètement. Et justement, en Lydie, du coup, on a continué à dépouiller, on s'est aperçu qu'en fait, c'est en effet à l'échelle domestique. On a fait la même recherche en Étrurie. Parce que, pareil, en Étrurie, aucun atelier. En Étrurie, la même chose. On trouve tout ce qu'il faut pour chauffer, tout ce qu'il faut. Et on a une masse de vases à parfum. Donc maintenant on est sûr et certain que c'est à l'échelle domestique, c'est-à-dire, parce que je pense qu'on avait toujours cette vision, mais qui correspond par exemple à celle de l'époque hellénistique et à l'époque romaine, où on a on a un atelier de parfumerie. Non, c'est à l'échelle domestique, c'est-à-dire dans plusieurs maisons où on fabrique le parfum. Ce qui est logique en fait. Ce qui est logique. Vous aviez l'atelier potier qui lui fabriquait en masse les céramiques. Les archéologues qui cherchaient à côté de l'atelier de potier la parfumerie, zut, on ne comprend pas, elle n'y est pas. Mais évidemment, parce que l'atelier de potier était à l'extérieur de la ville, en dehors des murailles de la ville, sauf que les ateliers de parfumerie sont multiples, c'est des ateliers domestiques. Donc, et souvent dans les maisons, ce qu'on retrouve à Pompéi d'ailleurs, pas pour le parfum, mais où vous aviez le travail domestique, où vous aviez par exemple les femmes à l'échelle domestique, qui faisaient le travail textile, mais qui était fait pour être vendu. Donc là, c'est la même chose pour les huiles parfumées. C'est des méthodes tellement simples, mais des méthodes de cuisine en fait. Donc en fait, c'est pour ça qu'on ne retrouve pas d'atelier. Et là, avec des collègues archéologues de Lyon et de différentes villes de France, on a fait l'enquête pour l'époque romaine. Et en fait, on s'aperçoit que les ateliers de parfumerie, on les a. En fait, c'est une mauvaise lecture Oui, exactement, oui. Parce qu'on va chercher des objets en métal, on va chercher tout ce qui correspond à un bel atelier de parfumerie, tel qu'on imagine un atelier de parfumerie type 18e, par exemple. Et non, c'est tout simplement de la vaisselle de cuisine. Et après, par contre, on peut savoir que c'était des huiles parfumées qu'on fabriquait plutôt que des produits alimentaires quand on fait les analyses. Et là, à Lyon, c'est ce qu'on a fait avec Armand Desbarres. Une fouille ancienne qu'il avait faite sur laquelle il se posait des questions. Une fouille des années 90, il nous a demandé de faire des analyses. Puis là, il se posait pas la question, il disait est-ce que ce ne serait pas des parfums? Il avait raison. À l'époque, il avait publié ça comme une cuisine. Et ça s'applique aussi pour tout ce qui était médicinal, je veux dire les onguents, les parfums qui servent pour les soins. On fait la différence avec les parfums On ne fait pas la différence, en sachant que là aussi, alors on a toute une dénomination pour l'époque grecque et pour l'époque romaine, de celui qui fabrique les unguentaria, de celui qui fabrique tout ce qui est médicinal. Et en fait, on voit bien que c'est les mêmes personnes, l'apothicaire. J'ai perdu les noms latins. Mais le fabricant de parfums, l'apothicaire, il y a plusieurs noms comme ça. Et puis, on sait qu'il y en avait qui étaient itinérants aussi, qui se déplaçaient par exemple en milieu rural, par exemple de village en village, en transportant ces produits. Et qui répondait en fait à une commande, tout simplement. Et on a des scènes à Athènes au 5e siècle où on voit la personne qui arrive avec son vase, et vous avez le marchand, qui a un entonnoir, qui a des vases qui sont semi-enterrés, donc c'est toutes les matières aromatiques et l'huile, et puis qui va lui faire le mélange. Et si vous avez par exemple, ce qui se faisait aussi à l'époque, la prescription d'un médecin, vous alliez voir l'apothicaire, et si vous vouliez du parfum, il vous faisait du parfum. Et donc avec aussi, cette dimension qui est très importante aussi, alors ça c'est intéressant parce que c'est pas seulement dans l'Antiquité, parce que ça avait existé dans nos campagnes jusqu'à l'époque moderne. Donc l'apothicaire qui peut être aussi l'empoisonneur. C'est-à-dire que ça, on a ça dans l'Antiquité, où le vendeur de parfum va aussi être celui qui vend tout ce qui est produit... Pardon ? Un peu de la magie. Alors magique, érotique, et ça on le sait par les Aristophane, évidemment, qui nous dit cela, pour ranimer la vigueur de son mari, par exemple. On va voir le parfumeur, c'est curieux. Et donc on soupçonne certaines femmes qui vont trop souvent chez le parfumeur de dire
soit elle est vraiment très coquette, soit elle y va pour autre chose. Et les femmes aussi qui vont voir le parfumeur pour demander des parfums qui repoussent les ardeurs sexuelles du mari. Ça, c'est intéressant aussi. Donc ça, et vous voyez, on est dans tout un monde ici. Donc, vous avez celui qui est à la fois parfumeur et apothicaire, bien, qui répond à la demande, qui fait le mélange en fonction de ce que la personne lui demande, y compris des recettes magiques. Alors les recettes magiques, on en a sur des vases étrusques, on a des recettes magiques. À caractère érotique d'ailleurs, sans doute pour s'attirer. Ici, oui, des filtres. Voilà, exactement, oui, des filtres magiques. Ouais. Et souvent les filtres magiques sont en dimension, ils sont en dimension érotique. Donc vous voyez, on est aussi dans ce domaine-là. Et puis aussi, bon, ça c'est aussi les textes que l'on a, mais aussi certaines inscriptions, donc certaines huiles parfumées utilisées pour l'acte sexuel aussi. Donc pas seulement, on va dire, la séduction utilisée pour l'acte sexuel. Donc oui, on est dans tout un monde extrêmement riche en fait. Est-ce que je peux vous remercier encore une fois pour votre prestation? C'est moi qui vous remercie pour votre invitation.